Merci Pierre-Michel, merci pour l'invitation, l'introduction, et puis Pierre-Michel a été mon garant d'habilitation à diriger des recherches, donc c'est une nouvelle occasion de le remercier. J'en profite aussi pour remercier un certain nombre de collègues qui ont eu le mérite, dans tous les sens du terme, de m'accompagner au cours des dernières années pour effectuer un certain nombre de traitements que je vais vous présenter partiellement ici. Alors, effectivement, ça tombe bien, la programmation est bien faite, parce que je vais parler de la Silicon Valley, qui n'est pas vraiment une synthèse des différents modèles qu'on a évoqués précédemment, mais par contre qui est un peu une dialectique. Et du point de vue de cette dialectique historique, les États-Unis sont vraiment la terre d'élection de la méritocratie, contrairement notamment à l'Angleterre. Au-delà du cas de Young, déjà Edmund Burke était très hostile au modèle de la méritocratie, et jusqu'à David Goodhart aujourd'hui, qui sont tous des critiques. Dans le cas des États-Unis, on a vraiment une terre d'élection, de célébration, et c'est déjà au cœur des réflexions et de l'analyse de Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, la question des mérites, la question de la place des États-Unis comme terre où les hommes méritants peuvent se sauver à travers le travail. Et il fera de Benjamin Franklin, qui est un entrepreneur, sa figure tutélaire et exemplaire. Or, depuis une dizaine d'années, en gros, aux États-Unis, on a effectivement une multiplication des essais extrêmement critiques sur la question de la méritocratie, dont le plus connu en France est le travail de Michael Sandel, mais c'est toute une galaxie en fait de travaux extrêmement remarqués aux États-Unis, qui accusent la méritocratie d'une certaine forme de détournement d'un système tenu par les grandes universités du pays, dans lequel le diplôme serait une façon de valider les privilèges d'une certaine catégorie sociale. Alors la catégorie sociale d'ailleurs peut varier, mais en tout cas c'est toujours le même dispositif qui est critiqué. Et ce qui est intéressant de voir dans ces travaux, de mon petit point de vue, spécialiste de la Silicon Valley, c'est que la Silicon Valley est un peu mis hors champ dans ce travail-là. Et au contraire, on a un autre type de littérature pour dire que la Silicon Valley, finalement, est vraiment une terre où peut encore s'incarner l'idéal de méritocratie et peut encore prolonger les valeurs de la méritocratie. C'était du moins la thèse de Margaret O'Mara, qui est une historienne, qui a signé en 2019 ce livre, The Code, qui fait toute une généalogie de la Silicon Valley et qui reprend cette thèse d'un prolongement de la Silicon Valley comme idéal méritocratique américain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, et puis pourquoi je parle d'élite sans classe. Effectivement, dans la Silicon Valley, on a une valorisation du travail, une industrie qui est plutôt féminisée d'ailleurs historiquement, en dépit des idéotypes dont on a hérité aujourd'hui. Un territoire extrêmement cosmopolite, et c'est toujours le cas. La moitié des travailleurs sont nés dans un autre pays, essentiellement en Europe, en Chine et en Inde. Un territoire aussi et une mentalité construite par l'opposition aux institutions et de différentes sortes, religieuses, bancaires, scolaires, syndicales, corporatives, et y compris les partis politiques. Et si on additionne toutes ces institutions, on a vraiment le fondement de ce que le grand sociologue américain Digby Balzel des élites pointait comme la fondation de l'establishment des catégories WASP de la Nouvelle-Angleterre dans les années 50 et 60. Avec les élites de la Silicon Valley, on a quasiment une polarité, une némésis incarnée par les technologistes qui défendent plusieurs idées, plusieurs credos, plusieurs valeurs. La première, c'est celle de la liberté, qui se décline sur différents supports et en différents axes. Liberté de faire, liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Les technologies étant de leur point de vue et ayant une valeur politique, qui n'est pas celle des partis, des organisations administratives, mais qui a le mérite de pouvoir être démocratisée, utilisée pour faire des choses, et toute chose et tout objet technique ayant ses propres valeurs. Et puis un territoire aussi, et c'est un point sur lequel je vais revenir plusieurs fois, un territoire où on n'est pas du tout dans la logique de distinction sociale, on est vraiment dans une logique
d'ouverture, d'absence de motifs élitistes, où finalement les vêtements les plus célébrés sont le t-shirt et les tongs. Et je prendrai une anecdote de la cravate que je vous demande de garder en mémoire, qui m'est livrée ici et qui nous est livrée par un investisseur, donc à la tête d'un fonds d'investissement de 700 millions de dollars, donc, qui représente du coup un investisseur assez important dans la Silicon Valley, et qui me disait en entretien: la première fois que je suis allé chez Google, j'arrive, je me dirige vers la salle de réunion, je rentre, je tombe sur une trentaine de mecs assis qui m'attendaient, et là, silence, puis quelqu'un commence à me dire: ah désolé, on croyait que c'était le chauffeur. J'ai compris après, j'étais venu habillé comme j'avais l'habitude de faire en Europe, avec une cravate. Mais ici, les cravates, il n'y a que les chauffeurs qui en portent. Donc je vous demande de garder en mémoire ce motif de la cravate. J'aimerais pour l'instant voilà, continuer sur la dimension progressiste, ouverte des élites de la Silicon Valley. Là, je fais référence à une enquête réalisée par une petite équipe à Stanford en 2017 qui avait fait passer des questionnaires auprès de dirigeants d'entreprises de la Silicon Valley. Il s'avérait que 96% des répondants étaient favorables au mariage entre personnes de même sexe, 82% défendaient des soins de santé universels, y compris si cela devait impliquer des hausses d'impôts. 82% souhaitaient un contrôle strict des armes à feu aux États-Unis. 79% soutenaient l'avortement et 8% seulement avaient voté pour Donald Trump en 2016. Même chose, ce sont des défenseurs convaincus de la mise en place de réglementations contre les effets du réchauffement et du dérèglement climatique. Et en même temps, donc en dépit de cette dimension très méritocratique, ces valeurs de liberté, cette ouverture, cette absence de motifs de distinction, on a des effets d'inertie sociale, sociologique, socio-économique assez forts. Et donc je parle de double standard au pluriel, et qui se vérifie en fait assez systématiquement. Si on compare la population globale des entrepreneurs de la Silicon Valley, avec un échantillon de 25 000 personnes, mais bon, c'est quasiment l'entièreté des entrepreneurs en réalité. Et si on les compare à ce qu'on appelle dans la Silicon Valley les super entrepreneurs. Donc les super entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qui ont réussi, qui sont à la tête d'entreprises qui, au sens de la Silicon Valley, à la tête d'entreprises qui sont entrées en bourse ou qui sont à la tête de licornes. Vous savez, ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars qui sont du coup plus vraiment des startups. Or, si on compare les traits sociologiques de ces deux populations, on a une population où les femmes sont assez peu nombreuses, 19% chez les entrepreneurs ordinaires, mais encore moins nombreuses chez les super entrepreneurs et super entrepreneuses ici. On a une population d'entrepreneurs ordinaires qui a près de 45 ans de moyenne d'âge, mais si on s'intéresse aux super entrepreneurs, 95% ont moins de 35 ans. Les entrepreneurs ordinaires sont majoritairement racisés, notamment parce qu'ils viennent d'autres pays et donc ils sont regroupés en communautés, en diaspora, indienne, chinoise, je l'ai déjà évoqué. Et en même temps, la figure la proéminente du super entrepreneur, c'est plutôt un college boys, vraiment incarnation du WASP. La célébration vous savez, ces drop-outs, ces gens qui ont abandonné leurs études, on a toute une mythologie comme ça du drop-out dans la Silicon Valley, allant de Steve Jobs à Elon Musk, en fait ne concerne que 4,16% des super entrepreneurs. Il y a vraiment une domination chez ces super entrepreneurs des grandes universités américaines, avec la domination, l'hyperdomination même, de 4 universités, Stanford, Berkeley, Harvard et le MIT. Et puis évidemment, une domination très grande dans les deux échantillons d'enfants de profession intellectuelle supérieure. Donc le point, en fait, le problème que je vais essayer de dérouler aujourd'hui avec vous, c'est de se demander comment on peut expliquer cette aspiration progressiste avec l'inertie des variables, qui est une question très très classique en sociologie. Et ce que je vais essayer de faire, c'est montrer comment elle se développe et comment on peut comprendre cet écart, en essayant de respecter le cahier des charges de la journée, en évoquant la question du travail, des succès et des mérites dans la Silicon Valley. Alors, le travail tout d'abord dans la Silicon Valley, vous voyez, d'une part, c'est pas une question évidente, c'est une question relativement complexe qui a appelé une littérature abondante et qui est assez variée en fait. De longue date, on a observé que la performance dans la Silicon Valley était l'élément clé, que la virtuosité, l'expertise technique étaient les vrais principes de légitimité, d'affirmation, de hiérarchisation sociale,
que les collaborations étaient à la fois intenses au sein des entreprises, mais aussi entre différentes entreprises, et que du coup on avait comme ça un système très ouvert d'échange d'informations, où la question de la représentation de soi, mais aussi de ses projets techniques, et vraiment occupe les travailleurs de manière quotidienne. Ce qui fait que si on met bout à bout tous ces éléments, ça fait des journées, parfois des nuits extrêmément éreintantes, et que du coup le travail sur soi pour retrouver de l'énergie, pour constituer des spiritualités de confort et énergétique, constitue un travail à part entière. Et puis le tout dernier point sur lequel moi j'ai essayé une question que j'ai essayé de beaucoup creuser dans mon travail, c'est la question de la projection, parce qu'effectivement dans l'univers de la Silicon Valley, c'est un univers rythmé par la question des innovations, et du coup les travailleurs sont toujours amenés à se projeter sur les nouvelles tendances et à se projeter au sein de l'espace des nouvelles technologies, qui est un espace social mais qui est aussi un espace technique. Et là, c'est une analyse de réseau donc faite avec et par Fabien Tarissan, qui représente les différents points. Ce sont les catégories financées par des ventures capitalistes actives, donc des entreprises actives, des solutions actives en 2020. Et vous voyez différentes choses. Vous voyez d'une part que cet espace est relationnel, donc très compliqué en fait, c'est plutôt une erreur de penser certaines catégories sans autres. Et puis cet espace, il est aussi hiérarchisé avec des points qui sont plus centraux que d'autres. La question du software, dont l'intelligence artificielle est une déclinaison, étant absolument centrale. Mais quand je présente ce type de présentation, en fait, c'est relativement erroné par rapport à la mentalité de la Silicon Valley et dans la Silicon Valley, qui est plutôt une mentalité de tendance, où les gens s'interrogent sur ce qui va être la prochaine big wave, le prochain cycle d'innovation. Et bon, là, les graphiques sont assez peu lisibles. On dirait une présentation d'étape du Tour de France, d'ailleurs, je me rends compte. Mais le point que je veux souligner, c'est vraiment l'évolution et le fait qu'il est très, très, très difficile d'anticiper ce qui va être la prochaine grande vague. Et c'est d'ailleurs un point que les investisseurs et les entrepreneurs soulignent tout le temps, plutôt les investisseurs d'ailleurs, dans les entretiens et dans l'enquête de terrain que j'ai pu faire. C'est ce constat amer mais résolu qu'on ne sait pas ce qui va marcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est des paris, et des paris qui sont extrêmement risqués, parce qu'il faut le rappeler, hein, l'espace de l'innovation est un espace marqué par l'échec. 90% d'échecs pour 10% de réussite, quel que soit en fait l'objet qu'on observe. Hein. Avec un collègue, on a observé les forums de développeurs. 10% seulement des questions trouver une réponse. La question des projets aussi dans les entreprises, seuls 10% vont être transformés en produits. La question des produits, y compris au sein des grandes entreprises, seulement 10% vont survivre. La question des entreprises, évidemment, hein, seulement 10% également vont enregistrer le succès. Et ça concerne également les personnes. Ce qui fait d'ailleurs que la philosophie ambiante, pour rebondir sur ce que nous présentait Claudia Sénix ce matin, la philosophie d'ambiance, elle est assez holiste, et les notions de karma, les notions de chance sont très présentes. De dire, bah oui, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher, lui ça a marché, mais il y a eu beaucoup de chance. Voilà, il y a vraiment une attention très très forte sur ce motif-là. Par contre, dans les discours, dans les entretiens réalisés, la question du travail est souvent mobilisée comme auto-justification de son parcours et éventuellement de son succès. Alors j'en arrive à mon deuxième point, le succès. Qu'est-ce qu'on peut en dire, hein, dans cet espace quand même relativement risqué, incertain, où l'échec est la chose la moins probable. Je voudrais commencer par la civilité de la Silicon Valley, ce qui frappe quand même souvent les observateurs. Le fait que ça soit des espaces ouverts, le fait que ça soit des espaces relativement relâchés, des espaces où on se tutoie, ce que me disait un enquêté, ici on n'est qu'un prénom, où il y a assez peu de motifs de distinction, et qui est quelque chose qui est très très charmant, notamment quand on vient de pays beaucoup plus hiérarchiques. Alors c'est le cas de la France, évidemment le cas de l'Inde, évidemment le cas de la Chine, et avec des gens chaque année qui arrivent et qui se font séduire par cet esprit californien, et y compris d'ailleurs des historiens très très avisés. Hein, là, je citais Stephen Shapin, qui est vraiment une grande figure, historien des sciences,
et qui, après sa visite dans la Silicon Valley, disait bah voilà, le secret de la Silicon Valley, ce sont ces relations très très relâchées, le fait que des investisseurs puissent parler quotidiennement sans chichi avec des entrepreneurs. Alors, ce que je voudrais faire, c'est mettre un peu en perspective historiquement ce type de familiarité. Et je crois qu'on peut le faire si on essaie de remonter l'histoire du venture capitalisme, pour le dire en 2 mots, cette idée que l'innovation serait le fait d'entreprises qui obéiraient à des cycles de développement sur une période de relative longue durée, entre 5 et 10 ans, que pour les développer, on devrait mobiliser et valoriser des intermédiaires situés entre, je cite, les talents, donc le travail et le capital, que sont les venture capitalistes, et qui développeraient des portefeuilles d'investissement d'entreprises, précisément car 90 risquent d'échouer et 10% réussiront et pourront couvrir l'ensemble des mises réalisées. Alors, ce modèle, il y a une figure qui a beaucoup participé à sa théorisation, à sa mise en pratique, à sa pédagogie aussi, c'est Georges Doriot, qui est d'origine française d'ailleurs, qui est considéré comme la figure ou l'une des grandes figures pionnières du venture capitalisme. Et ce que soulignait Doriot dans ses théories, c'était qu'il fallait absolument faire confiance à l'humain et pas du tout à l'organisation, aux grandes organisations, à la bureaucratie. C'est quelqu'un qui avait une haine, une hostilité du moins très très grande aux bureaucraties, alors hérité de sa part française, mais aussi hérité de son expérience en Nouvelle-Angleterre, dans le secteur de la banque, hérité aussi de son expérience militaire au moment du conflit, puisqu'il a eu des tâches d'administration. Et lui disait, l'innovation, c'est avant tout une affaire de personnes, d'entrepreneurs. Et ce qu'il faut faire, c'est privilégier le cadre de la familiarité. C'est le cadre de la familiarité qui permet réellement de sentir les individus, de se rendre compte de leurs compétences, de leurs qualités, de leur potentiel. Et il faut absolument se river sur les individus et chercher à identifier, ce sont ces mots, des hommes supérieurs et des personnalités. Ce discours-là, étrangement, on le retrouve 50 ans plus tôt, donc en 1901, dans un livre considéré comme un classique de la sociologie américaine, signé Edward Ross, qui est souvent comparé à Émile Durkheim, ça serait le Émile Durkheim américain. Ils ont des propos extrêmement différents et des préoccupations extrêmement différentes, si ce n'est cette question de la structuration, l'organisation sociale. Et Edward Ross, qui a officié à Stanford à la fin du XIXe siècle, dit dans ce livre à peu près la même chose en fait, qu'il faut avant tout s'intéresser aux personnalités, aux grands hommes, notamment parce qu'ils ont une force de volonté, ils ont une force d'imagination, ils sont capables de réaliser et de créer des différences beaucoup plus importantes que les hommes ordinaires. Ils ont des idéaux, des visions, on retrouve tous ces mots, et ils ont du coup une ascendance spirituelle et morale qui s'incarne, qui se traduit par leur capacité à créer, et c'est son expression encore, des religions sociales. Et l'entrepreneur, dans ce récit, est vraiment la figure emblématique. Ce qui est intéressant de voir, quand on le compare avec des travaux historiques, et je fais référence ici à une enquête où ils sont intéressés, en fait, c'est une espèce de who's-who du XXe siècle, ils sont intéressés aux grandes figures des affaires aux États-Unis sur un siècle, entre 1900 et 2000. Et à travers l'analyse de 1000 trajectoires, ce qu'ils ont identifié, c'est une polarité entre les dirigeants de la côte Est et les dirigeants de la côte Ouest. Donc les dirigeants de la côte Est, ça serait un peu la cible prise par les différents essais que je présentais au début. Ce sont des gens, donc, ce que Balzel appelait des WASP, donc hérités en partie de privilèges de naissance, avoir des compétences, des surinvestissements scolaires, le passage par les prep schools, le passage par les universités de la Ivy League, et qui finissent managers dans les grandes entreprises, associés dans des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil. Et cette élite-là, en fait, assez classique, assez conservatrice, elle s'opposerait à un deuxième pôle, celle des professions intellectuelles supérieures qui, à partir d'origines plus modestes, ont su saisir des opportunités dans le domaine des affaires via des secteurs et des technologies émergentes, dont la trajectoire est marquée par une migration précoce vers l'ouest du pays, et en l'occurrence la Californie est en tête, et qui
sur un siècle, présente la constante d'être qualifié comme une élite d'un nouveau type, attirée par la nouveauté et les nouvelles technologies. Si bien qu'au terme de cette mise en perspective un peu trop rapide, je vous l'accorde, historique, on peut mieux comprendre comment la Silicon Valley fonctionne comme une société ou une élite sans classe, c'est-à-dire en apparence très très ouverte et centrée sur la familiarité, et du coup la place des verres, des barbecues, des sandwichs, des lunchs, des meet-up, voilà, tous ces rituels d'interaction extrêmement forts et emblématiques de la Silicon Valley, en fait, cache ou recouvre une généalogie beaucoup plus ancienne qui a un sens pratique, c'est celle de saisir la qualité des individus et des qualités supérieures qui sont associées de manière tendancielle à un certain type d'élite. Et on retrouve du coup là une ambiguïté en fait de la Silicon Valley, c'est-à-dire que bien souvent cette notion d'élite de la Silicon Valley, elle est attachée à des fétiches de la confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur ou quand on est entrepreneur et qu'on cherche qui est de qualité, on a tendance à fétichiser un certain nombre d'indices ou de supports de confiance, qui peut être le travail, qui peut être la confiance en soi, qui peut être tous les éléments en fait, que j'évoquais à travers les travaux de Edward Ross, et qui fonctionnent comme ça, comme des signaux d'évaluation préférentiels et qui conduisent à des relégations, du coup, pour toutes les personnes qui sont issues d'un autre horizon. Alors, dans un troisième temps, je vais évoquer la question des mérites, qui est finalement qui est assez peu évoqué dans la Silicon Valley, qui n'est pas vraiment un enjeu public ou un problème public, la question des mérites. C'est pour ça que je proposerais plutôt un glissement, enfin en tout cas du point de vue de la Silicon Valley, de la notion des mérites vers la notion de récompense. Alors pourquoi ce glissement ? Parce qu'autant le mérite me semble ancré dans une question d'un retour sur investissement passé, en un temps donné, autant la question des récompenses nous amène à nous tourner vers le futur, vers les produits et les fruits récoltés de notre travail, et qui est une mentalité vraiment, pour le coup, exemplaire et emblématique de la Silicon Valley. Alors, pourquoi, d'une certaine façon ? Je voudrais souligner dans cette dernière partie la façon dont l'innovation technologique, elle est toujours liée, et ce n'est pas vraiment une nouveauté de le dire, Schumpeter disait la même chose, elle est toujours liée à différentes et à d'autres types d'innovations. En l'occurrence, des innovations financières, des innovations managériales et des innovations morales, dont la singularité dans la Silicon Valley est d'être toutes les trois tournées, toutes les quatre même, tournées vers l'avenir. Donc, je fais référence au livre de Christophe Lécuyer, Making Silicon Valley, qui est vraiment une très très belle histoire qui permet d'illustrer ces différents éléments. Et cette histoire est d'autant plus recommandable qu'elle est assez méconnue en fait, voilà, puisque lui s'intéresse principalement aux années 1930-1970, où est mis en place en fait tout un tas d'innovations qui vont être déclinées progressivement. Alors quelles sont ces innovations ? Ces innovations, il faut voir qu'elles répondent à une crainte en fait, historique de la Silicon Valley. Quand vous vous intéressez à l'histoire des entreprises, très très vite, les entreprises de la Silicon Valley dès les années 30 sont confrontées à trois craintes. La première, c'est de voir les jeunes talents quitter la Silicon Valley pour aller rejoindre des foyers d'emploi plus importants, donc Boston, New York, dans les années 30. La deuxième crainte, c'est de voir ces employés quitter l'entreprise pour aller de l'autre côté du trottoir et travailler pour une autre entreprise rivale. Et la troisième crainte, qui est encore plus grande, c'est celle de voir ces employés quitter l'entreprise pour fonder leur propre entreprise, et du coup partir aussi avec un certain nombre de brevets, de propriétés intellectuelles, de compétences intellectuelles, d'enrôler aussi ses collègues. Et du coup, pour éviter, pour juguler ces trois menaces, sont mises en place dès les années 30 dans la Silicon Valley tout un tas de dispositifs, de techniques de fidélisation des travailleurs, que ce soit des hauts salaires, mais que ce soit aussi différentes formes temporalisées, comme les bonus, comme les parts d'entreprise, comme le système des stock options, qui est assez figé comme schéma. Le fait d'avoir des parts d'entreprise, mais qui sont distribuées à terme, au bout de 2 ans, 3 ans et 4 ans, et plus on avance et plus on est fidèle dans l'entreprise, plus on obtiendra des parts de l'entreprise en nombre.
et un système qui va jusqu'à l'entrée en bourse, qui se comprend de deux manières. D'une part, parce que la bourse, dans ce système, l'entrée en bourse d'une entreprise devient l'issue absolument nécessaire pour valider le capital, pour pouvoir transformer du travail en capital. Et puis aussi parce que la bourse, c'est un moment aussi de ressaisissement souvent, de reprise de contrôle de Wall Street sur des entreprises de la Silicon Valley. Et vous avez toute une histoire financière qui reste à faire d'ailleurs, sur la manière dont les entreprises venues de la Silicon Valley et de la Silicon Valley essayent d'échapper à ce contrôle de Wall Street. Et ça va de la sophistication du système proposé par Google en 2004 au moment d'entrer en bourse, puisqu'ils vont utiliser un modèle complètement désuet et quasiment inconnu à Wall Street, c'est celui des enchères à l'hollandaise, jusqu'aux provocations d'Elon Musk avec la SEC, le gendarme financier américain. Mais ces ingénieries temporalisées, elles se déclinent aussi sur un plan managérial, et pas depuis hier, mais depuis de longue date, depuis les années 1930, où une des préoccupations, en fait, et un des moyens de fidéliser les travailleurs dans les entreprises de la Silicon Valley, c'est de valoriser les loisirs. C'est de créer des espaces de loisirs, c'est de créer des temps de loisirs. C'est de faire jouer aussi l'absence de hiérarchie entre la direction et puis les salariés, le fait de pouvoir prendre la parole, le fait de pouvoir aller voir sa direction, le fait de pouvoir de pas faire reposer les hiérarchies au sein de l'entreprise en fonction des statuts, mais plutôt par rapport aux idées qui sont proposées, et puis de distribuer aussi tout un tas de services, de petits services qui sont à la marge du travail et qui permettent de mieux travailler. Et l'envers de cette logique-là, c'est aussi de créer des espaces de travail, mais laissés libres, qui permettent de capitaliser sur la créativité des temps de loisirs. Et là, je vous ai mis la photo issue des archives de Hewlett-Packard, d'un concours de Grand Prix de miniature, où l'entreprise avait laissé du temps libre pour que les employés puissent se saisir de projets personnels, ludiques, et là en l'occurrence il s'agit de reconstituer des miniatures de voitures et organiser des grands prix. Et parfois ce type d'expérimentation peut être réintégré techniquement ou en termes d'image par l'entreprise et au sein de l'entreprise, et c'est d'ailleurs la raison même qui a motivé les équipes dirigeantes de Google à systématiser les 20% de temps libre au sein de l'entreprise, mais qui est du temps faussement libre en fait, qui est un temps non managé où les travailleurs peuvent travailler sur leurs propres projets, et tout ce qu'ils vont faire dans ces 20% de temps libre va être contrôlé et capitalisé par l'entreprise. Donc là, je vous ai mis, enfin, si jamais vous voulez travailler pour une grande entreprise de la Silicon Valley, vous pouvez comparer les différents avantages, les différents petits services qui sont proposés. Et d'ailleurs, les employés aujourd'hui font toujours très attention à ce qui va avec le salaire. Et puis le dernier point que je voulais souligner dans cette présentation, c'est la dimension morale aussi des entreprises de la Silicon Valley. Et quand on est entrepreneur, alors bien sûr, aujourd'hui il y a tous les discours sur la tech for good et l'éthique, notamment l'éthique de l'IA, etc. Mais en fait, c'est une vieille histoire dans la Silicon Valley, le fait d'accompagner l'enrôlement des salariés à travers des histoires, à travers des valeurs, à travers des missions. Et qui correspond en fait à une rétribution et à une ressource motivationnelle en soi. C'est-à-dire que quand on va travailler dans une entreprise, on choisit et on la compare aussi par rapport à différentes missions, et qui est vraiment une préoccupation très très importante dans les entreprises de la Silicon Valley. Là, je vous ai mis une photo volée. Alors, je dis volée parce que vous savez, quand vous allez sur un certain nombre de grandes entreprises, ou même des moyennes start-up, vous êtes obligé de signer des accords comme quoi vous ne divulguerez rien de ce que vous pourrez observer ou récolter comme matériaux. Donc là, je n'avais pas encore signé, et donc dans le lobby de Dropbox, qui est une entreprise assez connue de la Silicon Valley, vous avez ces motifs moraux à travers des esquisses, et en fait, elles sont dans l'entrée, c'est-à-dire là où passent tous les jours les salariés pour rentrer dans le bureau, pour sortir du bureau. Et en l'occurrence, elles sont au nombre de 5. Et là, c'est be worthy of trust, être digne de confiance, qui est vraiment une incantation morale, mais qui constitue et qui participe en fait
d'une forme de récompense morale pour les salariés et puis de facteurs de motivation. Alors, c'est pour ça que je proposais de glisser d'une certaine façon, du point de vue, encore une fois, de la Silicon Valley, il ne s'agit pas de faire modèle, du registre du mérite au registre de la récompense, qui est une vieille catégorie behavioriste, mais très très en prise dans la Silicon Valley, notamment dans leur lecture et relecture souvent hâtive de la psychologie. Souligner en fait les mises au défi en fait, conceptuelles que nous imposent ces pratiques de la Silicon Valley, notamment sur les effets de brouillage entre travail et capital, revenu du travail et revenu du capital, entre la question du travail et des loisirs, entre la question de l'intérêt privé et du bien public, parce que toutes ces catégories qui sont quand même relativement routinisées dans nos pratiques en sciences sociales et dans nos schémas de lecture sont en fait dialectisées complètement, imbriquées, notamment parce qu'elles sont temporalisées, et que la Silicon Valley, une de ses grandes réussites, c'est quand même d'avoir réussi à dialectiser tout un tas d'apories historiques du capitalisme, soulignées par Max Weber, c'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, qu'est-ce qu'on fait de son argent? La Silicon Valley nous propose des loisirs, par Daniel Bell aussi, la question de ouais, mais alors quand on est focalisé sur ses loisirs, est-ce qu'on a toujours envie de travailler? Eh bien, la Silicon Valley utilise d'une certaine façon et capitalise aussi sur les loisirs de ses salariés. Et puis l'aporie morale, soulignée également par Luc Boltanski et F. Capello, de se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque morale derrière la valorisation du travail en réseau, du projet, de la liberté au travail, et même chose, la Silicon Valley propose d'une certaine façon des alternatives morales, discutables, mais tout de même efficaces quand on observe ses salariés. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.